L'alchimie existe depuis la plus haute antiquité, mais c'est le Moyen-Âge qui lui a donné sa légende. Parce qu'il travaillait dans le secret de son laboratoire, l'alchimiste inspirait à la fois la crainte et le respect. L'alchimiste, censé fabriquer de l'or avec du plomb, toujours à la recherche de la fameuse pierre philosophale, source d'éternité, avait de quoi frapper les esprits simples. Chose incroyable, il existe encore de nos jours quelques rares alchimistes. En voici un, Eugène Cancelier, 68 ans. Il pratique l'alchimie depuis un demi-siècle. Eugène Cancelier, alchimiste convaincu, se défend pourtant de vouloir fabriquer de l'or. Non, non, jamais, jamais le but du grand œuvre, le but des alchimistes n'a été de faire de l'or. Jamais. Ça n'est qu'accessoire. L'alchimie, c'est le grand œuvre. Il faut donc encore maintenant demander, mais qu'est-ce que le grand œuvre? Le grand œuvre, c'est à son tour la recherche de la pierre philosophale. C'est une pierre. Plus exactement, c'est une gemme, c'est-à-dire une pierre précieuse, une gemme qui est de couleur rouge, éclatant. Monsieur Cancelier, vous avez trouvé la pierre philosophale? Non, je n'ai pas trouvé la pierre philosophale, sinon je ne serais pas là devant vous. Mais donc la pierre philosophale rend invisible. Non, je ne le pense pas. La pierre philosophale rend invisible par les moyens qui sont acquis. Quant à la perception, quant au déplacement, il a la science infuse. Il sait tout, il est partout à la fois, grâce à cette illumination. Mais toujours sous l'enveloppe charnelle. Ah, toujours. Pour ma part, j'en ai la preuve. Ah oui? Je ne peux pas entrer dans les détails, parce que ça touche à un très grand secret. Je sais bien que ça me met dans une attitude assez fâcheuse. On peut croire à la mystification ou au dérangement. Mais pour moi, je suis convaincu. Vous avez vu un alchimiste Oui. éternel? Oui, j'ai vu Fulcanelli. Et cet homme vit toujours. Quel âge aurait-il? Ah, il doit avoir maintenant de passer 120 ans. L'opération de la distillation de rosée fait partie du grand œuvre en ce sens que la rosée me donne le sel philosophique, à la fois céleste et philosophique, qui enrichit les deux adjuvants salins que je vous ai montrés et qui sont ici dans ces bocaux à l'état vierge. Voyez-vous, voici ce qui reste de mes derniers travaux. C'est un très beau sel qui a d'ailleurs une teinte rosée et qui, après avoir subi la dessiccation prudente dans ce cristallisoire, formait une étoile au centre d'un soleil dont on voit encore à la périphérie la fin des rayons. Vous voyez, c'est un ce sont des cristaux très rosés. beau sel. Oui. Ah oui. Et comment recueillez-vous la rosée? Ah, J'imagine bon, que c'est pas c'est... très facile, hein? Pardon, non, c'est très simple. Pour la recueillir, il suffit, dans la bonne période, toujours au printemps, par lune montante, avant le coucher du soleil, assez tôt toutefois pour que le soleil ne vienne pas rapidement la pomper. Alors je la ramasse avec un linge très propre. Cette fois où j'ai recueilli la présente rosée, j'ai traité 260 litres. Ça représente du travail pour recueillir tout ça. Oui, c'est un travail auquel je ne me livre pas. Je trouve des aides bénévoles. Ça les amuse et puis ils savent qu'ils travaillent pour le grand œuvre. C'est ça. Et alors, il suffit simplement de distiller la rosée pour arriver à cela.
Ou bien il y a autre chose? Ah, il y a autre chose. Évidemment, je ne vous livre pas le secret de l'extraction de ce sel de rosée, car c'est extrêmement délicat. C'est un sel, c'est un secret, très réellement. On a parlé de laboratoire d'alchimiste qui avait explosé. Oh, bien sûr, parce que il ne faut pas chauffer inconsidérément le mercure, qui, il faut bien le dire, Philalèthe, dans son entrée, dans son traité fameux de l'entrée ouverte au palais fermé du roi, dépeint la voie humide avec clarté et dit sans embâge qu'il s'agit du mercure. Or, évidemment, une explosion peut se produire quand on distille le mercure en général dans une cornue de grès. Ça, c'est assez délicat, c'est une opération dite délicate que là. Vous avez eu un accident de ce genre? Oui, ça m'est arrivé. Oui. Ah oui? Dame, ça fait du dégât. Mais ça est arrivé au moment précis où j'ouvrais la porte. Et ce four est précieux en ce sens, c'est que la manipulation s'opère horizontalement et que le regard plonge dans l'âtre. Alors, mais puisque vous ne voyez pas les couleurs, alors qu'est-ce qui se passe? Il y a autre chose. Précisément, les couleurs sont à ce moment remplacées par les notes de musique. N'est-ce pas, depuis l'ut jusqu'à l'autre, n'est-ce pas? Vous entendez des notes de musique? On entend les notes successives. Mais le four fermé ou le four ouvert? Ah non, on le tient ouvert, on surveille, on sait à peu près quand la note suivante qui va indiquer telle autre planète va retentir. Retentir, c'est beaucoup dire, mais c'est une sorte de tintement distinctement. Oh, très distinctement. Et en accord parfait avec le diapason. Ça a été une révélation lorsque je l'ai entendu la première fois. Je me demandais avec inquiétude comment on pouvait suivre les degrés nécessaires. Mais vous n'avez pas pu... Attention, j'y insiste, je vous demande pardon parce que c'est très important, de régler les degrés du feu, car vous réglez l'intensité du feu et le temps de ce feu, le temps d'application, selon les notes. Nous avons bien sûr sur les anciens l'avantage du pyromètre, et inutile de vous dire que je me sers du pyromètre, le pyromètre à canne. Mais vous n'avez pas pu confondre avec le bruit du feu, un bruit qui... Non, c'est impossible. Oh, c'est impossible. Oh, non. C'était réellement une... c'est moi j'appelle ça un zizi. Qu'est-ce que vous allez faire lorsque vous aurez une petite pierre philosophale? Ah là, évidemment. Inutile de vous dire que je ferai comme tous mes prédécesseurs. J'en userai avec prudence. Et comme eux, je tuerai le vieil homme et disparaîtrai. Mais est-ce que vous allez quitter Savigny? Vous allez abandonner vos travaux à ce moment-là? Ah, les travaux sont terminés. Ils sont terminés, oui. Il y a autre chose. Mais alors, qu'est-ce que vous allez faire? Je m'en irai certainement rejoindre le consensus des adeptes. Vous parlez de l'absorption de cette fameuse pierre. C'est littéralement ingéré... c'est ingéré par la bouche. Péros, comme on dit, n'est-ce pas? Un morceau de pierre. Ah non, on n'absorbe pas un morceau dur, prélevé sur cette gemme. Non, ce petit fragment qui est prélevé, selon les indications d'ailleurs très claires que nous ont données ceux-là qui ont déjà réussi, ce petit fragment est dissous dans un vin de qualité, par exemple. Et ce vin pris lui-même de manière prudente, de loin en loin, dans la journée, dans la semaine. Ça met un certain temps de rénovation. C'est pas mal, l'élixir de vie. La rénovation s'installe aussi bien physiologiquement que cérébralement. Mais c'est vraiment l'élixir de vie. Ah, c'est l'élixir. Mais c'est le vieux rêve de l'humanité. Ben oui, c'est la jouvence.
Et si vous ne trouvez pas cette pierre, c'est un échec tout de même. Ah, ce sera un échec, il ne faut pas le dissimuler. Mais j'ai encore, Dieu merci, au moins je l'espère, assez d'années devant moi pour y parvenir. Mais est-ce que ce n'est pas extraordinaire de fonder toute une vie sur cette recherche de la pierre philosophale? Non, ça n'est pas extraordinaire. Ça ne me le semble pas à moi, en tout cas. Et dans l'histoire, on a de nombreux cas de cette persévérance. Voyez le Trévisan, voyez Zacher, plus près de nous, Fulcanelli. Et lui a réussi, d'après Qui ont vieilli, qui ont blanchi devant le même fourneau. Car tout vient de lui. C'est l'athanor, c'est-à-dire celui qui est privé de mort.